Débat panafricain, édition du 22 avril 2018. La République démocratique du Congo est à l'honneur ce soir. En RDC donc, les élections sont censées se tenir en date du 23 décembre 2018. Mais plus on s'approche de l'échéance, plus on a l'impression que cela ne se peut pas. Élection ou pas élection, la grande question que posent les détracteurs de Joseph Kabila, c'est va-t-il ou non se présenter ? Malgré l'enrôlement engagé il y a quelques mois, l'opposition conteste la crédibilité de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Comment aller vers des élections apaisées dans un volcan en pleine ébullition? Si la candidature de Kabila fait problème et que l'opposition traditionnelle est rejetée par les Congolais du fait de son appétit démesuré, une troisième voie serait-elle la solution? Si troisième voie il y en a, quels seraient les critères sur lesquels les Congolais devraient s'appuyer pour faire leur choix? La question reste posée. De la RDC, nous irons en République centrafricaine cette fois-là. Un coup d'État se préparerait en Centrafrique. C'est ce que pensent en tout cas la plupart des observateurs. Et c'est un flou total qui règne dans le pays de Faustin-Archange Touadéra entre opération d'assainissement du PK5 par la MINUSCA et la mise en place des groupes rebelles prêts à converger vers Bangui. L'insécurité est totale et latente. Mais il y a encore plus grave, ce sont ces déclarations des groupes armés du quartier musulman de Bangui. En effet, une milice armée du quartier PK5 a distribué des tracts la semaine dernière dans le quartier indiquant et précisant avoir, je cite, le soutien de la France et fin de citation. Et depuis lors, les drapeaux français ont été érigés dans le quartier PK5 en plus des tracts distribués. La réaction de Paris ne s'est pas fait attendre. Elle dénonce l'instrumentalisation dont elle fait l'objet via un communiqué publié lundi dernier par l'ambassade de France à Bangui. Selon le communiqué, la présence des drapeaux français relève d'une grossière manipulation visant à faire croire à une divergence entre les objectifs de la France et ceux des autorités centrafricaines et de la MINUSCA, en soulignant que ces drapeaux contribuent à entretenir un climat de confusion sur le rôle de la France en Centrafrique. Alors, que se passe-t-il en RCA? Qui veut renverser le pouvoir de Touadéra, mais aussi et surtout qui arme ses rebelles en Centrafrique? Le rapprochement du président Touadéra avec la Russie est-il dangereux pour la sous-région? Que doivent faire les pays d'Afrique centrale pour éviter une éventuelle tentative de déstabilisation de la RCA? D'où viendra la solution? Autant de questions, on essaiera de répondre ce soir. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue au débat panafricain, édition du 22 avril de l'an de grâce 2018. Vous êtes très nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Eh bien, vous avez bien fait de choisir la télévision panafricaine pour cet instant de bonheur. L'hebdomadaire qui revient donc sur les grandes questions d'actualité et sur les questions géopolitiques qui concernent notre continent. Une Afrique pour sa place dans le monde, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, comme nous le disions, nous allons parler de la République démocratique du Congo, où plus on s'approche des élections, plus l'avenir se montre un peu plus sombre. L'opposition traditionnelle elle-même est rejetée du fait de son appétit démesuré. Et bien sûr, Joseph Kabila qui est aussi contesté par la plupart de ses détracteurs. D'où notre question, est-ce que la troisième voie serait la solution? Nous parlerons aussi de la RCA, comme nous le disions également, puisqu'en République centrafricaine, des bruits de bottes se font ressentir, la menace des rebelles qui veulent converger vers Bangui, mais aussi et surtout l'opération d'assainissement de la MINUSCA au quartier PK5 qui soulève davantage de tensions et donc qui veut renverser le pouvoir de Touadéra. Quels sont les risques pour la sous-région? On en parle donc avec nos invités, mais ce sera comme toujours après une balade dans les kiosques africains. Raoul Pépin Benambena est au studio 1. Raoul, bonsoir, vous avez le pouvoir. Bon après-midi à vous, Mohamed Bachir Ladan. Bon après-midi également à tout votre panel. Bon après-midi aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis. Bienvenue au round-up de l'actualité de la semaine. C'est bel et bien le débat panafricain. Et nous ouvrons tout de suite
par l'Afrique centrale, notamment avec le Gabon, avec Gabon Refuse, en course depuis quelques temps. Repsol trouve donc du pétrole au large du Gabon. Le géant espagnol Repsol a fait une découverte pétrolière avec l'exploration du permis Ivela 1 au large de la côte gabonaise. Selon le rapport de Woodside Petroleum, partenaire de Repsol, une colonne pétrolière brute de 78 mètres y a été découverte. L'évaluation de la découverte serait encore en cours. Gabon Echo également en kiosque cette semaine. Législative 2018 entre fièvre de meurtre et accident mortel, s'exclame Gabon Echo qui évoque des découvertes de corps criblés de coups de couteau, le plus souvent perpétrés par des adolescents. Des accidents qui se produisent de façon itérative sur la route de Kango, avec à la clé des morts et des blessés graves. Nos confrères précisent d'ailleurs que des spéculations vont bon train et suscitent de l'horreur. Tchad Info également en kiosque cette semaine. FAO appuie, la FAO donc appuie à la production du maïs et du niébé. Histoire des vies des bénéficiaires. Dans les colonnes de Tchad Info cette semaine, les témoignages des bénéficiaires illustrent donc le bien fondé de la chose. Il s'agit tout d'abord d'amélioration des techniques culturales, de la meilleure utilisation des engrais, de la bonne connaissance des pesticides, de l'amélioration de l'alimentation des familles et l'augmentation de leurs ressources. Carbon News également en kiosque cette semaine. Nous sommes là en République centrafricaine. Christine Lagarde vient donc de nommer Henri-Marie Domdra au Comité monétaire et financier international en qualité de président du groupe Afrique francophone. Une nomination qui fait honneur à la République centrafricaine, qui voit ainsi son ministre des Finances et du Budget à la tête d'un organe délibératif qui donne des directives au conseil d'administration du Fonds populaire, du Fonds monétaire international. La prospérité en République démocratique du Congo également en kiosque. Après Woumela et Yebela en République démocratique du Congo, Henri Bova lance Ubuntu. Il s'agit, selon nos confrères, de la problématique de la transformation positive et rapide de la société congolaise. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité veut tout simplement préparer la jeunesse à affronter sans panique les élections à venir en République démocratique du Congo. Les dépêches de Brazzaville au Congo-Brazzaville, coupe de la Confédération, Kara se qualifie pour la phase de poule. Après sa défaite à l'aller, le club a su prendre sa revanche au retour et obtenir le ticket pour l'étape suivante. Puis, dette intérieure, commerciale donc, le gouvernement attend des résultats des audits. L'épervier maintenant au Cameroun, également en kiosque cette semaine. Conflit familial, le corps de Kwame Dio scellé depuis 10 mois. Titre alors le quotidien L'épervier. Le journal nous apprend qu'au moment où les obsèques sont prévues du 27 au 28 avril 2018, les manœuvres continuent. À l'origine, Dame Woussé Ababa Eveline, accusée de faux et usage de faux, de déclarations mensongères et de dissimulation des procédures. Mutation également en kiosque cette semaine. Audi, que se passe-t-il donc à l'aéroport international de Douala? La question intéresse Mutation, qui précise qu'alors qu'une mission de l'Organisation de l'aviation civile internationale y est attendue le 22 avril pour une évaluation en matière de sûreté, une folle rumeur annonce déjà sa fermeture prochaine. Toujours au Cameroun, allons-y avec Cameroun Tribune, aussi en kiosque cette semaine, notamment dans sa 4e sortie. Réhabilitation des écoles dans l'extrême nord du Cameroun, la touche du génie militaire. C'est d'ailleurs la une des Cameroun Tribune qui nous fait dire qu'en raison de la situation sécuritaire de la zone, les ministres en charge de la défense et de l'éducation de base ont signé un accord de collaboration cette semaine. Ce corps de l'armée va donc construire 121 salles de classe neuves, 14 blocs de direction, 28 blocs latrines et 15 forages. Le journal nous apprend que d'ici 2020, le ministère de l'Éducation de base devrait réaliser à travers nos contrats de désendettement et de développement près de 2300 salles de classe et 114 forages dans les zones d'éducation prioritaire. Cameroun Hebdo également en kiosque cette semaine. 3 prétendants, un président, titre alors le journal, qui veut savoir qui déniate Difendi Marcel, René Zengele ou Tif Victor Moukete sera président du Sénat. Cette question taraude déjà les esprits de lecteurs. Le président de la République va-t-il nous livrer une surprise? C'est la question qui intéresse également
Cameroun Hebdo en kiosque cette semaine, mais Baromètre n'en trouve pas mieux pour parler de gouvernance publique. Fonds monétaire international et Banque mondiale imposent l'assainissement du fichier sol. Ainsi nous dit Baromètre, le ministre des Finances conduit jusqu'en fin juin 2018 une opération de comptage physique du personnel de l'État qui vont absorber environ 1024 milliards de francs CFA de masse salariale cette année. Et Singan, également en kiosque cette semaine, record d'ivrognerie en 2017, la Société anonyme des brasseries du Cameroun déverse 500 millions de litres de bière sur le Cameroun. Cette performance de la Société anonyme des brasseries du Cameroun n'inclut pas les consommations des autres sociétés brassicoles. Le quotidien de l'économie également été en kiosque cette semaine. Bataille sur le juteux marché du livre scolaire, nous dit alors le quotidien de l'économie, qui indique qu'à guichet par le livre unique, les éditeurs locaux et les firmes internationales se livrent à une concurrence rude dans cette filière dont le chiffre d'affaires caracole déjà plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Repère n'en trouve pas mieux que réhabilitation de l'aéroport de Douala, 30 milliards de francs CFA en fumée, nous dit alors le bi-hebdomadaire Repère. Le journal du feu Richard Touna constate un état piteux de l'institution et qui dit avoir été réhabilité pour un meilleur confort. Hélas, tout demeure à refaire et du coup, l'on veut comprendre où seraient passés les 30 milliards de francs CFA alloués pour la réhabilitation de l'aéroport international de Douala. Aux ADC, c'est plutôt de la roubladise qui caractérise alors ses dirigeants. Intégration également en kiosque cette semaine, flux financier illicite, financement du terrorisme, déficit budgétaire, réendettement rapide, convergence, la sonnette d'alarme des ministres de la zone franc. Ainsi, selon Intégration, les 12 et 13 avril dernier à Brazzaville, au Congo, la réunion semestrielle des argentiers de la zone franque a exprimé ses inquiétudes et ses préoccupations après avoir pris connaissance, entre autres, du rapport intérimaire de surveillance multilatérale 2017 et les perspectives macroéconomiques de la CEMAC pour 2018. Éco-Matin était également en kiosque cette semaine. Dotation générale de la décentralisation, comment les communes financent les services de l'État. Quoi savoir alors Éco-Matin, le journal nous apprend qu'alors qu'ils devraient être financés par le budget de leur administration de rattachement, les organes chargés de la mise en œuvre de la décentralisation viennent encore grappiller les modiques dotations générales de la décentralisation. Ainsi, faut-il un financement particulier pour qu'un service d'une délégation d'arrondissement d'un ministère donné apporte son concours ou un appui aux communes et aux communautés humaines? C'est une question intéressante. Mais le jour, également en kiosque cette semaine, qui parle de l'exploitation minière dans la région du l'Est Cameroun. Des Chinois chassés donc de l'Est. C'est la une du quotidien Le Jour de ce vendredi d'ailleurs. Selon le journal, le ministre des Mines a suspendu l'activité de 3 entreprises qui opéraient de façon illégale. Le quotidien Émergence était également en kiosque cette semaine, notamment dans sa dernière sortie. Fichier sol de l'État, Motazé peut-il réussir son opération d'assainissement? C'est une question qui intéresse d'ailleurs le quotidien Émergence. Ainsi, en initiant donc une opération de comptage physique des agents de l'État, le ministre des Finances veut dératiser la fonction publique de ces fonctionnaires fictifs. De confrères de préciser d'ailleurs que plusieurs ministres ont essayé, mais se sont cassés finalement la gueule. Soudan Tribune, également kiosque cette semaine au Soudan du Sud, l'IGAD reporte donc la reprise du processus de revitalisation du Sud du Soudan. Dans une brève déclaration publiée mardi dernier, les discussions sur la revitalisation de la paix au Soudan du Sud ont été reportées par la commission conjointe de suivi et d'évaluation. En mars dernier donc, le Conseil des ministres de l'IGAD avait décidé de reprendre donc la phase 2 du forum de revitalisation de haut niveau le 26 avril. À cet effet donc, il avait également été décidé que l'envoyé spécial devrait tenir des réunions de consultation avec les parties au processus et les parties prenantes afin de combler les lacunes en matière de gouvernance et de sécurité. Iwaku, les voix du Burundi, également kiosque cette semaine. À la une de ce journal, dans sa deuxième sortie, un drame se produit donc à Gatumba. Plus de 250 maisons détruites par la pluie. C'est une profonde désolation qui supplante les habitants de la zone de Gatumba.
commune de Moutinbouzi, dans la province de Bujumbura. Et pour cause, une pluie meurtrière vient de détruire plus de 250 maisons, laissant plus de 456 autres inondées, c'est-à-dire absolument dans les colonnes d'Iwaku al-Watwan, également en kiosque, notamment aux Comores. Le président Azali a pris part au sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite, nous dit alors le premier journal des Comores, ouvert donc ce dimanche dernier, par le roi Salman d'Arabie Saoudite. Les 22 États membres de l'organisation ont été représentés par leur roi, chef d'État ou de gouvernement. Le président Azali Assoumani, lui, était à la tête d'une délégation comorienne de Ethiopian Herald. Aussi en kiosque cette semaine, nous sommes là en Éthiopie. Renforcer dans le traitement de l'agro, réduit dans les sorties de devises fortes. Nos confrères nous apprennent que l'Éthiopie plie les muscles pour soutenir le traitement de l'agro dans le but d'économiser et de générer des devises étrangères. L'espoir est là, poursuit le journal, pour économiser donc le coût des importations. De reporters, toujours en Éthiopie, Oromia nomme des hauts fonctionnaires. Ainsi, 23 hauts fonctionnaires ont été nommés cette semaine même par l'État régional d'Oromia. Nos confrères nous révèlent que certains sont actuellement titulaires de portefeuilles ministériels au gouvernement fédéral. Ces nouvelles nominations apporteront efficacité dans l'administration régionale. Poursuit alors le journal New Vision en Ouganda, également en kiosque cette semaine. Le gouvernement de rappeler 93 passeports diplomatiques, ainsi apparaissant donc devant le comité parlementaire sur la défense et les affaires intérieures. Mercredi, le général Djedje Odongo, le ministre de l'Intérieur, a déclaré aux députés que son ministère avait commencé à enquêter sur la question et qu'il agirait de grâce. La délivrance de 93 passeports diplomatiques fait désormais l'objet d'une enquête. La nation à Djibouti, également en kiosque cette semaine, reportage CRD, priorité dans le rétablissement des liens familiaux. La nation nous révèle que la Société internationale de la Croix-Rouge de Djibouti et le Croissant Rouge de Djibouti sont à pied d'œuvre afin de permettre aux migrants et réfugiés de pouvoir rétablir le lien familial avec ses proches. Tribune Madagascar, également en kiosque cette semaine, les opérateurs dans la filière vanille, victimes de la quête. Selon Tribune Madagascar, l'exploitation de la vanille est très rentable et constitue donc l'une des premières sources de devises de Madagascar, d'où cet intérêt particulièrement suscité par les opérateurs de ce secteur et les racketteurs. De New Time, en kiosque cette semaine, et là nous sommes là au Rwanda. Kagame rencontre donc le prince Harry. Ce fut en marge du sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth dans la capitale britannique. Le prince Harry du pays de Galles a un vif intérêt pour la conservation et cette année même, il a rejoint African Park en tant que président. African Parks est une agence non gouvernementale de conservation qui gère actuellement 13 parcs sur le continent. Poursuit alors le journal L'Alternative au Togo, également en kiosque cette semaine. Répression des manifestations, tir sur les leaders de la coalition des 14. Les méthodes d'un État voyou, remise non en selle, nous dit alors l'Alternative, qui regrette que le régime de Fort Gnassingbé ait opté pour la force au lieu du dialogue. Wolf Quotidien, en kiosque cette semaine, nous sommes là au Sénégal, violence inter-APR à Podor. La République se donne un spectacle. Titre alors le quotidien Dakanois, Abdoul Mbaye parle d'un scandale de fin de règne. Sud Quotidien, également en kiosque cette semaine, toujours au Sénégal, succession de Macky Sall à la présidentielle de 2019. Il dit, esquisse sa feuille de route. Il s'agit selon Sud Quotidien de la création d'un conseil supérieur de l'éducation, inauguration au Sénégal et en Afrique, l'ère d'une gestion juste, efficace et ambitieuse. Faire du Sénégal un hub de production d'électricité. Ce dernier préconise d'ailleurs que le président de la République ne va plus présider les conseils supérieurs de la magistrature. Enquête également qui cette semaine, notamment dans sa 4e sortie, adoption de la loi sur le parrainage par l'Assemblée nationale du Sénégal. Enquête parle d'un passage au forceps sans la présence des députés de l'opposition qui ont observé un boycott. Ainsi, le taux de parrainage
est désormais fixé sur la fourchette de 0,1%, 0,8% au minimum et 1% au maximum. L'on aurait assisté d'ailleurs de grâce à de chaudes empoignades entre députés de la majorité et ceux de l'opposition. À l'Akbar, en Mauritanie, cette semaine, Mauritanie donc, le mouvement de la jeunesse consciente organise donc un dîner-débat le 12 mai prochain sur le thème « La jeunesse consciente et émergente pour l'ancrage des valeurs de la citoyenneté et la culture de la paix ». Cette activité placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamedou Ould Ahmed Aziz, est parrainée par le président des associations des Mahais en Mauritanie, Tchèque Ould Baya, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le républicain aussi en kiosque cette semaine au Mali, alternance 2018, une grande coalition en gestation. C'est la une de Le Républicain. Le journal nous fait savoir que l'opposition et la société civile œuvrent pour que Ibeka ne soit plus élu en 2018. Le combat, toujours là au Mali, accord de paix au Mali dont nous dit le combat, l'ONU va sanctionner ceux qui bloquent l'accord. Sa neutralité demandée par les acteurs, poursuit dans le journal, parlant des droits de l'homme au Mali. Le combat laisse entendre que le maire de Corona serait désormais dans le collimateur de la justice. De Guadiane au Nigeria, également sur cette semaine, comment le sondage 2015 a été truqué au nord par Tanko Yakosaid de Guadiane, qui relaie d'ailleurs des faits, nous dit comment les sudistes ont été intimidés. Le vote électronique n'a pas été fait dans la région. Ainsi, des fraudes massives ont permis à l'actuel régime de s'installer confortablement, d'après le journal. De l'Utresse, également, en kiosque cette semaine, le paiement de 462 millions de dollars de FG sur les hélicoptères est illégal. Le Sénat convoque les finances, les ministres en charge de la défense ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. C'est au sujet du prétendu retrait don illégal de 462 millions de dollars du compte de la Fédération. Ces personnalités convoquées devraient comparaître la semaine prochaine devant une commission compétente. Allons-y, en Guinée-Conakry maintenant avec Kalum Press, aussi en kiosque cette semaine, carburant, la hausse pourrait avoisiner 10 000 francs guinéens. Kalum Press dit de ce fait que tout semble réuni pour une éventuelle hausse de prix des produits pétroliers en Guinée. Selon certains propos tenus par certains membres du gouvernement, les nouveaux prix pourraient donc osciller autour de 10 000 francs guinéens. Sid Boyard, nous sommes au Burkina Faso, filière coton, la main tendue du gouvernement, l'aide du gouvernement donc vise à reconstituer cette filière qui est menacée par des intempéries. Le renouvellement donc du patronat burkinabé des commerçants souhaitent une personne de conscience. Parlant donc de l'endettement des États africains, 18 pays sont classés à haut risque de détresse. Opinion aujourd'hui également en kiosque cette semaine, investissement dans le secteur de l'énergie, nous dit alors le journal, en 2 ans, la rupture a vaincu la fatalité du délestage, poursuit alors le périodique qui précise que l'autonomie énergétique à l'horizon 2021 n'est plus un mirage, c'est au Bénin. En Gambie maintenant, on y va avec Kero News. En kiosque cette semaine, le gouvernement gambien annule l'attribution du contrat de passerelle à Multimedia Gateway Incorporation. La déclaration est celle du ministre de l'Information, Demba Ali Diao. Ce dernier rappelle que cette décision a été annulée depuis quelque temps. Liberté au Togo, on y revient un peu en arrière. Répression donc des manifestations. Un mort et de nombreux blessés à Sokodé, nous dit alors Liberté, alors même qu'à Lomé, les leaders de la coalition bloqués par des militaires au siège de la CDPA, nos confrères de Liberté, martèlent que l'ANC condamne l'attentat Oudi par le pouvoir contre le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Daily Observer, au Libéria également en kiosque cette semaine. La législature reprend donc ses activités sous pression pour établir un ordre du jour référendaire. En effet, nos amis de Daily Observer nous apprennent que la Chambre des représentants a repris ses activités en début de semaine. Après une pause de 3 semaines, elle aura une discussion avec leurs électeurs au sujet de projets de loi sur la double citoyenneté et la propriété foncière controversée. Delegate,
Au Ghana, également en kiosque cette semaine, à Akufo-Addo, rencontre de Prince William au palais de Buckingham. Délégué de Kirillel Information précise que cette rencontre a donné lieu de réunions et de discussions sur des questions de commerce et de coopération entre les pays du Commonwealth. Les deux personnalités ont également parlé de la crise syrienne et de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire maintenant, le jour plus, en kiosque cette semaine, rentrée solennelle du Sénat, les 11 leçons du message de Jeannot Aoussou aux Ivoiriens. Le jour plus doit savoir tout sur l'hommage du président du Sénat à Ouattara et à Bédié. Selon ce dernier, repris par le jour plus, le RHDP est le véhicule approprié pour aller à la consolidation de la paix. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal, Fraternité Matin, également en kiosque cette semaine, coopération Côte d'Ivoire-France. Les deux chefs d'État en parlent. Le tête-à-tête Ouattara-Macron vendredi dernier concernait des questions de terrorisme et de sécurité en Afrique, en plus de la coopération multiforme entre la Côte d'Ivoire et la France. Allons-y avec l'Inter, également en kiosque cette semaine, accord sur le parti unifié. Bédié s'explique, c'est un accord et non un manifeste fin de prestation. Poursuit alors l'orateur. Le PDCI présentera donc en RHDP un candidat en 2020. Une déclaration qui, selon l'Inter, met donc un terme sur la possible candidature du PDCI en 2020. Et enfin, nous sortons avec le jour plus, notamment dans sa 5e sortie de la semaine, et qui parle bel et bien de la Côte d'Ivoire. Que dit donc la une? Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a donc soif. Pas mieux que le jour plus, qui révèle que l'eau ne coule plus dans les robinets en Côte d'Ivoire, au point de susciter la colère des populations qui vivent désormais dans la tourmente. Même les explications de la SODECI ne suffisent pas pour abaisser la tension qui règne déjà. Car lorsqu'on vous enlève votre dignité, que l'on vous laisse au moins boire de l'eau, et si l'on vous retire cette denrée si chère à un être humain, alors on vous précipite à la mort. Ouattara veut-il tuer les Ivoiriens pour régner sur la bétail en 2020? C'est une simple question qui me vient donc à l'esprit en ce moment précis. Que chacun fasse son commentaire et vous au plateau 2, pourquoi pas. Voilà donc le round-up de l'actualité de la semaine. Nous espérons vous avoir donné la totalité de toutes les informations telles que travaillées et publiées par l'ensemble de la presse africaine. À vous le studio 2, bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche, Raoul Pepin Benambena, et surtout, merci pour cette grande balade dans les kiosques africains. On sait désormais ce que la presse a dit durant la semaine. Alors, avant de revenir donc découvrir nos différents invités, je voudrais qu'on se lance à la séquence correspondant. Et nous commençons par vous, Luc Michel. Bonsoir, bienvenue à cette autre édition du débat panafricain. Vous nous expliquez donc comment, parlant bien sûr des bombardements en Syrie, comment a été organisée la provocation de la fausse frappe chimique à la Ghouta, et vous nous démontrez donc sans aucun doute, dites-vous, grâce à un reportage russe sur place, que toute l'affaire a été montée et filmée par les réseaux occidentaux. Luc Michel, c'est à vous. Je vais essayer de faire comprendre à nos téléspectateurs ce qui se passe en Syrie. D'un côté, vous entendez Moscou et Damas qui disent ce sont des provocations, il n'y a pas d'armement chimique, il n'y a pas de frappe chimique. Et de l'autre, hystérique, il faut bien le dire, les médias de l'OTAN et les dirigeants britanniques, français, surtout les Français, et américains qui disent c'est le régime qui frappe son peuple, on utilise du gaz, du chlore, du sarin, etc. Derrière tout ça, il y a deux sources uniques. La première, c'est un organisme qui s'appelle l'OSDH, Observatoire syrien des droits de l'homme. Comme son nom ne le dit pas, ce n'est pas un réseau, comme le disent les médias de l'OTAN, présent en Syrie. C'est une micro-officine dirigée par un frère musulman et sa femme à Londres, en Grande-Bretagne, sous la protection, le financement, l'organisation des services secrets britanniques MI6 et MI5. Deuxième organisation, c'est une soi-disant OMG, les casques blancs, les White Helmets. Quand on a gratté, la presse russe l'a fait, je l'ai fait aussi, on trouve en fait les réseaux de George Soros qui les financent, les vitrines légales de la CIA, et on trouve un personnel
qui le jour est milicien djihadiste, notamment du Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda en Syrie, et qui la nuit devient humanitaire des White Helmets. Je vais vous donner une information qui va quand même vous faire réfléchir. Pour ceux qui douteraient de la présence de Soros derrière tous ces gens, on est en train de juger en ce moment en Irak des djihadistes français. Ils vont prendre des peines très lourdes. Qui le Quai d'Orsay a-t-il envoyé à leur secours? Quel est leur avocat? Vous le connaissez bien, c'est l'inévitable maître William Bourdon, l'associé de Soros justement, l'homme des BM. Qui croit à tout cela encore? Vous savez qu'on vous a montré en boucle un petit film de quelques minutes qui montre, soi-disant, des enfants gazés à la goutta, que l'on essaye de nettoyer du gaz à grand renfort d'eau. Première constatation dans ce film, personne ne porte de tenue anti-chimique, ni de masque, ni de gants, ce qui est impossible. Et depuis mercredi, ce film ne passe plus en boucle. Il ne passe plus en boucle, pourquoi? Parce qu'un reporter russe, lui, est allé sur place. C'est un reporter indépendant. Il est allé sur place à la Ghouta, à Douma. Il s'appelle Evgeny Podubny. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a retrouvé le principal enfant filmé dans ce film. Il s'appelle Hassan Diab. C'est un petit Syrien de 11 ans. Il est interviewé et il explique au reporter russe que tout a été monté, trafiqué, organisé, filmé par les casques blancs, qu'il n'y a jamais eu d'attaque chimique et que lui-même et d'autres enfants ont été violentés pour obtenir ce qu'on en voulait, notamment pour les faire pleurer. Dans ce petit reportage, Podubny a ajouté de l'interview du personnel de l'hôpital qui vous explique aussi qu'il n'y a pas eu d'attaque chimique. Et enfin, il est allé filmer un des laboratoires chimiques bien réels, celui-là, celui des djihadistes du Jabhat al-Nusra, tombés dans les mains des forces de sécurité syriennes à la Douma. Vous allez voir après mon intervention ce film de 4 minutes. Il est entièrement censuré en Occident. Il fait des centaines de milliers de vues sur Internet. Vous savez pourquoi on ne passe plus et le film des casques blancs et surtout pas celui-là? Parce que le roi occidental est nu. On sait qu'à Londres, à Paris, à Washington, que Nikki Haley, que Theresa May, que Macron sont en train de vous mentir. Autre exemple, la BBC. Elle a ouvert un contre-feu et elle a ouvert un site spécial pour démonter ce qu'elle annonce, les fake news russes et syriennes, sur l'attaque chimique incontestable de la Ghouta. Ce 18 février, la BBC faisait quelque chose. Elle publiait un article repris d'un journal israélien, le Jérusalem Post, expliquant, montrant des photos d'une base aérienne iranienne en Syrie. Mes confrères de Presse TV s'aperçoivent à ce moment-là que ce sont des photos Google, non pas de la Syrie, mais de Téhéran, et d'un endroit célèbre de Téhéran reconnaissable, la place Azadi. Ils appellent donc la BBC et ils se disent, la BBC va rectifier. Pas du tout. Que fait la BBC? Elle maintient l'article et elle retaille la photo pour qu'on ne puisse plus identifier la place Azadi. Ce sont les gens qui ont le culot de nous parler de fake news et de choses pareilles. Je vous souhaite une bonne vision du film d'Evgeny Podubny. Il démontre qu'aujourd'hui encore, et Afrique Média le fait aussi, il y a encore de véritables journalistes qui défendent la liberté d'information. Merci Luc Michel et bien sûr ce film qu'on suivra dans les heures qui suivent, le temps pour la technique donc de mettre une voix française puisque le film il est en russe sous-titré en anglais et donc le débat panafricain c'est surtout en français. On retravaille donc la voix et ça va passer dans quelques heures sur les antennes d'Afrique Média. Mais pendant ce temps, Fabrice Béor, bonsoir. Vous nous expliquez plutôt comment le sabotage de la Coupe du monde de football 2018 en Russie est l'objectif numéro 1 de la campagne systématique de russophobie occidentale. Fabrice, c'est à vous. Cette semaine, je vais vous parler du football et de la Russie. Plus précisément, je vais vous parler de la russophobie et de la Coupe du monde de football de 2018. Alors, nous pourrions croire que la confrontation entre la Russie et l'Occident, entre le monde occidental et la Russie, se cantonnerait aux questions donc, géopolitiques, mais il n'en est rien. Dans le cadre de la guerre froide 2.0, donc déclenchée par le bloc anglo-saxon, les États-Unis et l'Angleterre principalement,
bon, de l'Occident américanisé bien évidemment. Tout semble permis en fait. Les mensonges et ôtés bien sûr, mais également tout et n'importe quoi du moment que la cible soit la Russie. Donc voilà le cadre de la situation qui a vu l'impérialisme anglo-américain donc décider de réagir et de passer à la vitesse supérieure dans la campagne anti-russe, dans la russophobie actuelle, dans sa confrontation avec Moscou. Donc, parce que pour eux, il est inadmissible de voir effectivement leur plan contrecarré et la Russie revenir sur la scène internationale. C'est impossible évidemment pour eux, tellement qu'ils sont imbus de leur puissance ou de ce qu'ils pensent être leur puissance. Et comme toujours avec les anglo-saxons, hein, les codes de bonne manière des gentlemen, ça reste du registre de l'affirmation théâtrale et pas de la réalité. Nous avons vu donc avec l'affaire Skripal, avec l'affaire de la soi-disant attaque chimique de Damas. Bon, je ne vais pas revenir dessus, bien évidemment, puisque nous avons déjà parlé beaucoup sur Afrique Média, et surtout démontrer que tout cela n'est que provocation, manipulation et mensonge de A à Z. Mais la stratégie occidentale n'est pas tant de raconter une histoire crédible, finalement, c'est d'enchaîner sans arrêt des histoires, des scandales et autres médias mensonges, afin de noyer les populations dans le tourbillon donc, de leurs médias mensonges. On a pu voir avec l'affaire Skripal l'hystérie, mais parce que il n'y a pas d'autre terme psychiatrique que celui-ci pour décrire le comportement de la classe politique anglaise en particulier. Et on a pu voir certains ministres, et en particulier le ministre des Affaires étrangères donc, du gouvernement britannique, à savoir Boris Johnson, aller dans l'infâme. Cette Coupe du Monde, il a comparé cette Coupe du Monde de football 2018 en Russie aux Jeux Olympiques de 1936, donc dans l'Allemagne nazie. Il a comparé Adolf Hitler à Vladimir Poutine. Alors aujourd'hui, Londres appelle au boycott de cette Coupe du Monde de football. Boycott politique, je précise, puisqu'au tout début, il voulait faire un boycott sportif. Sauf que la FIFA lui a rappelé que les règlements indiquent que si la chose devait arriver, à ce moment-là, bien évidemment, cette Coupe du Monde, l'équipe anglaise ne participerait pas, mais la Coupe du Monde suivante, également, l'équipe anglaise serait interdite de participation. Donc, après cette imbécilité, ils sont revenus au boycott politique. Mais voilà qu'il y a une nouvelle campagne russophobe qui arrive. Et elle vient d'Angleterre, évidemment, avec ces relais de ces ONG, ces organisations non gouvernementales, en particulier, qui ont des liens, mais ce n'est qu'un hasard avec les autres associations autour de Soros, la Fondation Soros, etc. Mais ce n'est qu'un hasard, bien évidemment. Hein. Et quel est l'angle cette fois-ci? C'est effectivement l'insécurité. Il semblerait que se rendre en Russie pour assister au match, il y aurait un problème de sécurité. Sauf que la Russie a prévu énormément la chose, avait invité auparavant les présidents de clubs de supporters, et ceux-ci, en participant à certains matchs qui se sont déjà donc déroulés en Russie, précédemment, sont revenus charmés de l'organisation et de la sécurité et des infrastructures tout autour donc, du football et des stades. Donc, campagne encore à l'eau. Alors voici l'arme nucléaire déclenchée par ces mêmes ONG, le racisme. Alors oui, le racisme existe en Russie, comme il existe dans n'importe quel pays, puisqu'il y a des hommes et la connerie est universelle. Mais voir l'Angleterre parler de racisme en comparant la Russie n'a pas de passé colonial, à la différence de l'Angleterre. Et la Russie n'est pas ghettoisée, n'est pas communautarisée dans le sens négatif du terme, alors que l'Angleterre, c'est le pays où les populations vivent entre elles, ne se mélangent pas, où il y a des affrontements réguliers entre communautés, et où le hooliganisme est né. Le hooliganisme est né en Angleterre, la violence gratuite est née en Angleterre, et pas en Russie, pas dans les stades russes en particulier. Comme toujours, la propagande anglaise n'a aucune limite, Alors voilà, chers téléspectateurs, à quelle bassesse ça donne les politiciens anglais et occidentaux afin d'essayer de dissuader les 1,5 million de spectateurs, de supporters qui vont se rendre en Russie pour assister
à la grande fête mondiale du football qui commencera en Russie cet été. Alors le meilleur moyen de faire un bras d'honneur à ces provocateurs de haine, c'est de se rendre en Russie, bien évidemment, et pour ceux qui ne le peuvent pas, c'est d'assister le 14 juin, le jeudi 14 juin, au premier match de cette fête mondiale du football, ce premier match où la Russie affrontera l'Arabie Saoudite, un match très symbolique puisque donc la Russie affrontera l'équipe de ce régime féodal salafiste. Ce sera une victoire, une double victoire. Vive le football et vive la Russie. Merci Fabrice Béor donc pour ces éléments sur le sabotage de la World Cup 2018 en Russie. Eh bien, vous nous donnez donc l'occasion à présent d'accueillir les autres invités sur nos différents plateaux. Il faut noter pour ceux qui nous suivent pour la première fois que Afrique Média et notamment le débat panafricain, c'est donc une émission en multiplex. Comme vous l'avez vu, nous sommes en Russie, nous sommes en Belgique, nous sommes au Tchad, en Guinée équatoriale et puis à Yaoundé et Douala dans le cadre de cette émission. Nos invités, on va leur dire bonjour. Je rappelle à tous et à toutes que nous mettons de côté nos sujets d'accueil pour le moment. On les traitera certainement vers la fin de l'émission. On salue donc tout le monde et commençons par vous au Tchad. Kamalo Salif Torabi, bonsoir et bienvenue au débat panafricain. Bonsoir à tous les panélistes qui seront au rendez-vous de ce grand festin panafricain. Et je dis également bonsoir à tous les appelants qui enrichissent également nos analyses et nos éclaircissements sur les grandes thématiques qui minent le développement du continent. Ici au Tchad, nous voulons quand même rendre hommage aux jeunes élèves, je pense, du lycée et collège évangélique du Tchad, dont j'ai beaucoup apprécié l'initiative de ces jeunes élèves. Et ils sont nombreux, ils souhaiteraient avoir un comité de soutien à la télévision panafricaine. Ils veulent être le relais également, le relais futur du combat panafricain que la chaîne panafricaine mène sur le continent africain. J'ai nommé ici Mohamed Sherifat. Mohamed Sherifat, c'est une élève de la classe de terminale et c'est une jeune fille qui est totalement impressionnée par le débat panafricain parce qu'elle se sent qu'elle est également au cœur de sa culture panafricaine. Également, j'ai Mohamed Hissène et Ahmad Batoul et Ahmad Ibrahim. Franchement, c'est des jeunes élèves qui estimaient croire que nous devons quand même mener une culture identitaire, faire connaître aux Africains leurs origines et leur capacité de réflexion. Et j'ai totalement été impressionné par leurs questions qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé quelle est mon inquiétude sur l'ensemble de la jeunesse africaine aujourd'hui. Ils m'ont tout simplement dit qu'effectivement, ils ont une forte inquiétude sur les enfants égarés, les enfants de la rue. Donc, ils souhaiteraient également que Afrique Média les permette d'organiser des séances de sensibilisation à leur école pour pouvoir démontrer aux jeunes égarés de prendre vraiment le train en marche. Monsieur Bachir Ladan, ce soir nous allons parler des grandes questions, surtout la stabilité du continent africain. Nous souhaiterons apporter l'éclairage sur ce qui doit se passer en RCA comme en République démocratique du Congo, comme cela se doit, comme c'est les questions électorales qui se posent dans ce grand continent, dans ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Je salue le monde, je salue tous mes co-panélistes qui sont à mes côtés ici, et parce qu'aujourd'hui nous avons un grand panel ici en Djamena. Vous allez essayer de les présenter, M. Bachir, ce n'est pas à moi de le faire. On vous renvoie à l'antenne. Merci. Et vivement le débat. Kamalo Salif Torabi, alors je rappelle à tous les invités, on va être très bref et précis, vous l'avez vu, on a accusé un petit retard et donc bref et précis, on va tout juste se dire bonjour, on se salue tout simplement et restons au Tchad avec le professeur Ibrahim Ayongar Boybanda qui est avec nous également ce dimanche. Bonsoir professeur, bienvenue au débat panafricain. Bonsoir, M. Bachir Ladan. Je vous salue et je salue tous ceux qui vont intervenir ici sur le thème qui nous préoccupe, surtout le franc CFA. Et d'emblée, je dis que ce n'est pas la stabilité qui est importante, parce que quand il y a la stabilité du franc CFA, il faudrait aussi
et que les gens trouvent de l'emploi, que la vie... On y reviendra, professeur. Ça va se faire, rassurez-vous. On y reviendra. C'est pour quelques minutes seulement. Accueillons aussi à côté de vous Ahmad Dorsouma, qui est enseignant-chercheur et je le reçois pour la première fois. Il est également consultant en sciences sociales. Bonsoir Ahmad Dorsouma. Bonsoir M. Bachir, bonsoir les panélistes de Douala, bonsoir les panélistes de Yaoundé, bonsoir chers collègues panélistes de N'Djamena. Donc c'est la première fois effectivement que je participe au débat. Bon, je voudrais associer ma voix également à celle des autres panafricains afin de pouvoir promouvoir le développement de l'Afrique. Moi je travaille dans le cadre du développement et je fais des expérimentations, je fais de la recherche dans ce domaine afin de pouvoir booster le développement dans notre pays. Merci Ahmad Dorsouma. Vous êtes en tout cas le bienvenu. Le débat panafricain vous accueille à bras ouverts. Nous comptons également sur tout ce que vous pouvez apporter à l'Afrique qui est en train de chercher sa place dans le concert des nations. Nous allons à Yaoundé à présent saluer la présence de Jean-Arthur Aoumou. Jean-Arthur, bonsoir. Bienvenue au débat panafricain. Bonsoir mon frère Bachir, bonsoir au plateau central, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à tous mes frères panélistes de N'Djamena, de Bruxelles, de Sochi, de Malabo, etc. Et bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Merci d'être là, Jean-Arthur Aoumou. On revient sur ce plateau central, cette fois-ci, à l'extrême droite de notre table, Maître Janvier Momo, qu'on ne présente plus d'ailleurs, juriste et bien sûr acteur de la société civile. Maître Momo, bonsoir, bienvenue au débat panafricain. Monsieur Bachir, bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, les copanélistes. Monsieur, vous êtes le bienvenu ici. Je salue en passant. On aura l'occasion de le découvrir. Oui, je salue en passant Maître Bitin, oui, qui actuellement s'active pour que la radio Afrique Média est pour, parce que nous ne pouvons pas tout demander au PDG d'Afrique Média. La demande est énorme. La demande de la radio panafricaine est énorme et il y a des bonnes volontés qui sont prêtes à encourager, même ne serait-ce que sur le plan moral, à encourager l'initiative pour que Afrique Média ait l'autre forme d'aura qu'est la radio. Très bien, merci en tout cas Maître Janvier Momo, toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés. Et un autre qu'on aime toujours avoir à nos côtés, c'est bien sûr Bertrand Tachinda qui est avec nous ce dimanche. Bertrand Tachinda, bonsoir, bienvenue au débat panafricain. Bonsoir Bachir, bonsoir à mes copanélistes, à notre illustre invité qui est là, plaisir d'être dans la maison. J'espère avoir un véritable bon débat. Bonsoir N'Djamena. Juste un mot Bachir, ça je ne peux pas me refuser, c'est de saluer et de soutenir nos forces de sécurité. Nous en avons perdu 2 hommes hier encore et nous croyons que nous soutiendrons toujours ces forces de sécurité. Les forces de sécurité dans l'armée camerounaise, toujours des encouragements et comme à chaque fois, on ne déroge pas à la règle. C'est très important, dites-vous Bertrand Tachinda. Voilà, on va accueillir aussi donc le doyen, Dr Bassilequin, qui est là pour cette autre édition du débat panafricain. Dr Bassilequin, bonsoir, bienvenue au débat panafricain. Bonsoir Bachir et bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir aux techniciens qui nous accompagnent tout le temps. Et je dois ajouter que sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes. Et de nombreux, on a croisé cette semaine plusieurs de vos élèves et anciens élèves qui vous félicitent déjà. Parce que beaucoup nous disent qu'ils ne savaient pas que le prof, comme ils vous appellent, avait cette autre casquette de panafricain qu'il traîne d'ailleurs depuis sur les plateaux d'Afrique Média. Ce pas seulement sur les plateaux d'Afrique Média, qu'ils se souviennent qu'à l'occasion de telle ou telle explication en cours, je ne peux pas, on dit que l'habitude est une seconde nature, je ne peux pas échapper à des rappels, à des souffrances de l'Afrique et à l'avenir de notre beau continent. Merci en tout cas d'être là, Dr Bassilequin. On apprend beaucoup à vos côtés. Simo, le doyen, lui également, il est avec nous ce dimanche. Bonsoir Simo, bienvenue au débat panafricain. Merci Bachir encore une fois de m'avoir invité ce soir. Je salue les panélistes de N'Djamena, de Malabo, de Bruxelles, de Sochi. Et Bachir, avec ta permission, j'ai un livre à présenter. Oui. Et j'ai une
quelque chose à dire après le livre parce que c'est extrêmement grave pour l'Afrique. Ouais. Je présente ce livre qui a été écrit par un afro-descendant qui a fait une conférence hier à Douala. Mais ce livre vous révèle des choses incroyables sur la manière dont on a traité les Noirs aux États-Unis, comment on les traite aujourd'hui et l'histoire de la spiritualité africaine à travers le monde entier et qui fait en sorte que ça bloque le devenir de l'Afrique. Dans ce livre, c'est un livre de 900 pages qui dit beaucoup sur le continent, sur les Africains et sur la puissance et sur les réalisations des Africains à travers le monde entier. Donc je conseille à tout le monde de lire ce livre parce que hier, le professeur... Quand je lis, je vois The Politics of Western Hypnosis, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu une conférence... Alors le livre est en anglais, est-ce qu'il y a la version française? La version française va venir. Hier, on était chez le professeur Doukaya, chez qui on a fait la conférence. Je vous assure que c'était émouvant. Il faut dire que 900 pages, c'est même pas suffisant pour dire à quel point les Noirs sont marginalisés. Il doit certainement revenir ici. J'espère qu'il va revenir sur le plateau d'Afrique Média pour nous expliquer. Dans tous les cas, littérature africaine l'attend, à bras ouverts. Vous la connaissez, cette émission. Avec ta permission, je vais parler d'une autre chose qui me tient à cœur. Et on va le faire très rapidement. Oui, il y a des sociétés ici en Afrique qui produisent la peinture. Vous savez, la peinture, c'est une chose avec laquelle on est en permanence, dans les maisons, dans les bureaux et tout. Ces sociétés fournissent des peintures avec du plomb. Un produit extrêmement toxique. Et c'est pour ça que tout le temps, on a le cancer, plein de maladies, des poumons, des respiratoires et tout. Il y a un Africain qui a réussi à faire venir en Afrique un produit qui n'a aucun plomb et qui est vendu partout en Afrique. Malheureusement, il n'est pas connu. Or, des sociétés produisent des peintures de plomb qui inondent le marché et qui fait en sorte que les gens ont des maladies, on ne sait pas d'où ça vient. C'est même parce que quand vous êtes dans votre maison, on a mis une peinture, vous n'y allez toute la nuit et demain matin vous vous trouvez dans le... Alors cet Africain, on lui demandera donc de se rapprocher de la direction d'Afrique Média. On en parlera et on verra comment on travaille là-dessus. La semaine prochaine, vous donnez le nom et là où on pense ce produit. Très bien. Merci Simo d'être là et merci en tout cas pour la fidélité en ce programme, le débat panafricain. Ce livre donc, comme vous le disiez, nous attendons la version française. Nous accueillons les deux derniers invités et pas des moindres sur le plateau central. Président Bandakani est avec nous ce dimanche encore. Président, bonsoir. Bienvenue au débat panafricain. Bonsoir Bachir. Bonsoir à tous mes copanélistes. Vos instructions nous obligent. On ne va pas désobéir aux ordres du capitaine. C'est le seul moment où j'ai le pouvoir sur vous. Bon, heureusement que ce n'est pas un pouvoir dictatorial. Ouais. Donc je salue tous mes copanélistes de tous les plateaux. Je salue les techniciens sans qui nous ne pouvons pas avoir de débat serein sur le plan technique. Et je salue celui que tu vas nous présenter, n'est-ce pas, notre hôte cet après-midi. Et je salue toute la galaxie panafricaniste du monde entier. Alors je pourrais simplement aller dans le même sens que mon ami Bertrand, apporter tout notre soutien à l'armée du Cameroun, une grande armée qui a su se métamorphoser et qui réalise la prouesse de résister à 3 fronts de guerre ouvertes, n'est-ce pas, par le projet de recolonisation du continent africain mis en œuvre par les ennemis historiques du continent africain. Nous apportons le soutien à cette armée. Nous allons remporter la bataille contre tous nos ennemis et l'Afrique centrale va être libre pour ensuite libérer toute l'Afrique et, n'est-ce pas, donner une matrice, un réceptacle à la civilisation humaine qui est, parce qu'il n'y a pas un endroit pour l'accueillir. Tellement l'Occident a détruit l'humanité et a détruit le monde. Merci d'être là, président Bandakani. Et le dernier, donc, je l'ai réservé pour la fin des présentations. C'est bien sûr notre invité de marque en ce dimanche. Ce n'est pas tout le temps qu'on a ce privilège d'avoir des candidats à la présidentielle dans leurs différents pays. Afrique Média est d'ailleurs ouvert à tous et à toutes pour vous exprimer. C'est un espace ouvert à tout le monde, quel que soit votre bord politique. L'essentiel, c'est que vous communiquez et que vous supportez aussi le poids de la ligne éditoriale, puisque à Afrique Média aussi, on ne fait pas de cadeaux. En tout cas, nous sommes avec Alain Daniel Shekomba, candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Alain Daniel Shekomba, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au débat panafricain. Merci. Alors, nous, on appelle cette émission le destin panafricain. D'autres l'ont même baptisé, comme le président Bandakani, le festin panafricain. Ici, on parle du panafricanisme. Mais quand on vous reçoit aujourd'hui, il y a beaucoup de téléspectateurs qui demandent qui est Alain Daniel Shekomba. Déjà, par la couleur de ma peau, je suis africain.
Et je pense que il y a une réflexion très importante qui s'exprime dans le livre de Shakespeare. Être ou ne pas être. Il est question de savoir si on veut être africain, on doit se battre pour l'être. Si on veut disparaître en tant qu'Africain, on doit se laisser faire. Et je pense que c'est une très bonne occasion qui nous est donnée de rencontrer les gens qui pensent Afrique, qui réfléchissent Afrique pour les Africains. Et étant donné que je suis candidat aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, qui est au centre de l'Afrique, c'est une très bonne occasion pour moi d'écouter ce que pensent les Africains pour le présent et le futur de l'Afrique. Donc c'est une très bonne opportunité pour moi. Merci. Et donc Alain Daniel Chakomba, vous êtes là sous la bannière de quel parti? Je ne représente pas de parti politique, je serai candidat indépendant. Très bien. Voilà qui est important. Merci en tout cas. Et donc, le décor, il est ainsi planté. Tout le monde est là. Et nous parlons justement de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une provocation. J'ai envie de dire le pays de Joseph Kabila qui traverse une situation un peu plus difficile, si ce n'est une impasse, avec la question électorale. Et de plus en plus, pourrait-on dire, les masques tombent, mais la difficulté, elle est toujours là. Nous parlons de la RDC et on cherche des solutions avant la présidentielle si jamais l'élection va se tenir. Écoutons Raoul Pepin Benambena et on revient juste après pour en parler en profondeur. République démocratique du Congo, c'est toujours l'impasse. Acteurs politiques et société civile, visiblement dans la tourmente électorale, se rejettent les responsabilités d'une situation presque dans le chaos. Au fait, si la République démocratique du Congo n'est pas encore dans le gouffre, eh bien, le pays a déjà fait un grand pas en avant. Pourtant, tout semblait s'éclaircir à l'annonce du calendrier électoral que non, l'opposition radicale s'est érigée en une belle femme capricieuse, entraînant dans sa ruse l'Église catholique, jouant le rôle de mercenaire et d'harangueur des foules. Au fait, comment comprendre ce bourbier inédit qui a plutôt l'air de se plaire? Pratiquer de la politique en République démocratique du Congo serait-il aussi compliqué que ça? Tout porte à croire qu'il n'y a que des politicards dans un pays aussi vaste et riche qu'est la République démocratique du Congo. Pendant que l'opposition conteste le fichier électoral qui pourra être audité par l'Organisation internationale de la francophonie, selon certaines sources, le pouvoir, lui, pousse ses pions et les positionne là où ça fait mal à l'adversaire. Ainsi, malgré le fait que l'OIF avait audité avec succès le fichier électoral congolais en 2015, elle devrait cependant rassurer l'opposition qui ne croit pas à son indépendance. Du coup, l'éternel doute renaît et retarde la date des élections prévues le 23 décembre 2018. Au regard de tout ce tohu-bohu, il serait évident que l'on s'achemine vers un nouveau report des élections, si ce n'est légitimer le régime actuel, car les ingrédients ne sont-ils pas réunis, puisque l'on évoque encore les audits qui ne sont même pas encore attribués. Une gymnastique qui peut céder la voie à une autre alternative, pas des moindres, et s'il fallait tout simplement se débarrasser de toute la classe politique actuelle et susciter une société civile responsable pour gérer le pouvoir, le temps d'une transition qui mettra sur la scène l'émergence d'une nouvelle classe politique. À bon entendeur, salut. Merci donc Raoul Pepin Benambena. Alors Alain Daniel Chakomba, puisque vous êtes le plus à même de parler de votre pays, la RDC, vous êtes congolais, vous êtes candidat à la présidentielle. Voilà ce que pense notre chroniqueur Raoul Pepin Benambena de votre pays. Vous, quel est le regard que vous portez sur la RDC actuelle? Je veux dire que je suis un peu surpris de voir que le monsieur qui vient de faire le reportage a bien noté quelque chose de très important. C'est le fait de penser qu'il n'y a que des politicards qui s'occupent de la politique en République démocratique du Congo. Parce que toutes ces questions peuvent être résolues par la bonne volonté et
la Constitution et les textes de loi qui existent en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que vous estimez que les hommes politiques congolais n'ont même pas la volonté de résoudre leurs querelles internes afin même de prendre le destin du pays en main? Je pense qu'ils sont plus préoccupés à occuper des postes de responsabilité par n'importe quel moyen, soit par des négociations, soit par des arrangements particuliers, et ils ne montrent vraiment pas la volonté d'aller aux élections, parce qu'il n'y a aucun problème insurmontable. Il n'y a aucun problème insurmontable. Alors, vous, là, dans quel bord est-ce que vous vous situez? On sait qu'il y a d'un côté la majorité présidentielle qui est là, et de l'autre côté, il y a l'opposition traditionnelle, elle aussi, qui de temps en temps essaye de bousculer. Dans quel bord êtes-vous? Je ne suis ni de la majorité présidentielle, ni de l'opposition institutionnelle. Et c'est parce que toutes les deux parties créent du désespoir à la population congolaise. Toutes les deux parties, que ce soit l'opposition institutionnelle ou la majorité présidentielle, parce que nous passons de négociations en négociations, des accords en accords pour partager le pouvoir. Mais qui écoute la population dans tout ça? Qui demande à la population ce qu'elle veut? La population veut aller aux élections, mais personne ne s'intéresse à ça. Est-ce que les gens qui font comment dirais-je, qui se réunissent pour faire des débats et signer des accords, ont-ils eu l'autorisation ou ont-ils consulté leur base pour se réunir et signer des accords? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un réel problème en fait, la classe politique s'est séparée elle-même de la population. Donc il y a une grande... Et pourtant, on a l'impression que la population, en tout cas celle qui est présentée dans la plupart des médias, je vais dire les médias occidentaux, la population semble être alignée derrière l'opposition, puisqu'à chaque fois, elle est dans la rue, aux côtés de l'Église catholique et bien d'autres. Vous savez, rien que la capitale de la RDC a 10 à 11 millions d'habitants. Quand vous regardez les manifestations, que ce soit de l'Église catholique ou de l'opposition, combien de gens y sont? Si on ne réunit pas, si l'opposition ne réunit pas plus de 200 ou 300 personnes pour revendiquer, ça veut dire que la population n'a pas confiance en cette opposition. Et qu'est-ce que l'opposition propose aujourd'hui à la population? L'opposition propose aujourd'hui à la population du haut-toit de lac Gémimette. Ça veut dire qu'il faut que le président Kabila quitte le pouvoir, mais personne de l'opposition ne propose un vrai plan qui peut modifier les conditions de vie des Congolais ordinaires. Je n'ai jamais entendu aucun opposant en République démocratique du Congo faire recours à l'article 58 de la Constitution qui parle de la distribution équitable des richesses et que le gouvernement doit assurer le développement. Tout le monde parle de l'article 64. Nul ne peut s'accrocher au pouvoir. Mais en quoi un Congolais ordinaire serait intéressé par une personne qui s'accroche ou pas du pouvoir? Le Congolais ordinaire est intéressé par l'amélioration de ses conditions de vie. Pourquoi l'opposition ne propose pas des articles ou des choses qui montrent que cette opposition va s'occuper de l'amélioration des conditions de vie des Congolais ordinaires? On revient tout le temps au fait que non, le président Kabila doit quitter le pouvoir. Quoique je ne dis pas cela parce que je veux qu'il reste, mais il n'y a pas une proposition concrète que l'opposition fait à la population congolaise. Et donc, pour la population congolaise ordinaire, les deux bords se ressemblent. Ils sont en train de se battre pour le pouvoir et non pour eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'engouement de la population. Et voilà, c'est ça ma lecture. Et donc, quand on a vu cela, est-ce que vous vous placez donc dans cette troisième voie comme on a intitulé notre thème? Bon, je vais vous dire quelque chose qui est réel. C'est dommage qu'après avoir mené des luttes de libération contre le colonisateur, que certains Africains aujourd'hui se comportent pire que des colonisateurs. On ne pouvait pas penser, parce que je reviens sur la phrase de l'ancien Premier ministre
Patrice Emery Lumumba, l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, c'est un droit fondamental du peuple congolais. Aujourd'hui, l'organisation des élections en RDC ne devrait pas être un cadeau du chef de l'État, mais c'est un droit des Congolais. Alors, je pense que il y a d'un côté les gens qui profitent mal de nos indépendances et qui appauvrissent la majorité de la population et les appauvris. Moi, je me place du côté des appauvris et je pense que nous sommes majoritaires. Ce ne sont pas nécessairement les gens que vous voyez à la télévision qui disent qu'ils sont de l'opposition ou de la majorité présidentielle qui sentent la douleur de la population congolaise. Il y a la majorité silencieuse qui ne s'exprime pas à la télé, qui ne s'exprime pas dans les journaux, mais qui sent la douleur de la population congolaise et qui veut qu'il y ait un changement. Voilà, donc c'est ça. Et s'il y a une troisième voie, je ne prendrai pas ça en termes de... la première voie, c'est l'opposition. La deuxième voie, c'est la majorité présidentielle. La troisième voie, c'est le reste du peuple. Moi, je pense qu'il y a deux voies seulement. Il y a les appauvrisseurs qui se présentent comme des politiciens de tous bords, que ce soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, et les appauvris que nous sommes. Très bien. Et nous pensons que ça doit changer. D'accord. Voyons voir ce qu'en pensent donc nos autres panélistes de la situation en République démocratique du Congo. On s'approche des élections. Luc Michel, je vais retourner encore une fois vers vous. Alors, vous dites tout simplement qu'il n'y a aucune troisième voie au Congo. Le choix est entre une RDC dégagée des Occidentaux ou le retour à la domination néocoloniale. Votre question, quelle troisième voie pour la République démocratique du Congo, c'est une question qui ne repose pas sur la réalité du terrain. Il faut quand même rappeler ce qu'elle est. Il y a derrière le président Kabila une majorité qui est en train de détacher la République démocratique du Congo du colonialisme occidental, de Bruxelles, de Paris, de Washington ou de Berlin. Il faut quand même rappeler tout d'abord la réalité politique. Il y a une majorité présidentielle et cette majorité, elle est majoritaire au Parlement. Elle comprend notamment trois grandes forces politiques. Le PPRD qui est néo-panafricaniste. J'ai tenu avec ses dirigeants, dont l'actuel vice-président Henri Mova, des conférences panafricanistes à Kinshasa. Je peux vous dire qu'ils disent exactement ce que nous disons sur Afrique Média. Deuxième formation aussi, ce sont des camarades, c'est le PALU, le parti Lumumbiste unifié, qui est le parti encore dont le leader spirituel est le vieux Gizenga, le compagnon de lutte de Lumumba, ancien premier ministre de Mzee Kabila, qui est toujours là. Enfin, il y a une troisième grande force, c'est l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques congolaises. Ces gens ont la majorité, ils tiennent surtout le terrain. Derrière le PPRD et le PALU, il y a une immense force militante, ce sont les jeunes leaders de RDC, que dirige un autre de nos camarades panafricanistes, c'est Papi Lungu. Papi Lungu, il a mobilisé ces gens, ils sont en train de se battre pour l'indépendance du Congo. Il y a eu l'indépendance, la reprise de propriété du sol du Congo avec la réforme par Kabila du code minier. Il a voulu la mettre en place avant précisément qu'on ne parle d'élection. Les dirigeants des multinationales, ils sont assommés par cette réforme du code minier qui vise à rétribuer justement les Congolais pour leur richesse, qui vise aussi à suivre l'évolution boursière notamment du prix des minerais stratégiques, et enfin qui vise à taxer à 50% les bénéfices basés précisément sur la manipulation des cours et des bourses. On comprend pourquoi les multinationales minières comme Glencore, comme Steinmetz, comme le groupe Soros sont à fond contre Kabila. Troisième chose que Kabila a fait, c'est l'autofinancement des élections. Les Occidentaux, surtout l'Union européenne, voulaient s'emparer des élections. Eh bien, Kabila a dit non. Ils ont trouvé 1 milliard de dollars pour précisément financer ces élections. Ils l'ont trouvé sur la reprise de l'économie. Il n'y aura pas un franc de l'étranger. Rappelez-vous ce que disait Kadhafi, la main qui reçoit est en dessous de la main qui donne. Là-bas, il n'y aura pas de main au-dessus pour donner. Quatrième chose, c'est la maîtrise du calendrier électoral avec la constitution des nouvelles listes électorales.
enfin, il y a la volonté d'indépendance nationale en demandant le départ de la MONUSCO, cette MONUSCO qui n'a rien impéré au pays. La question qui se pose donc, c'est pas s'il y a une troisième voie, c'est soit le choix d'une opposition comprador, manipulée par le Quai d'Orsay, par le néocolon belge ou les Américains, ou le chaos, c'est Kabila ou le chaos, et peu importe que ce soit lui ou son successeur, enfin, il faut quand même savoir quelle opposition. Il y a beaucoup de gens qui se disent candidats, qui ne représentent rien que des fan clubs à Bruxelles ou à Kinshasa. Il y a la grande maladie de l'UDPC qui vient d'élire Félix Tshisekedi comme président, mais qui voit s'opposer à des dirigeants de l'UNPC, c'est l'actuel Premier ministre précisément de Kabila Tsibala. Il y a Katumbi qui fait face à des problèmes judiciaires. Il y a sa condamnation dans des affaires de spoliation de biens publics. Il y a des poursuites qui sont liées à l'utilisation de mercenaires pour l'Église catholique qui dit que c'est un dossier politique monté. Moi, j'ai mené une enquête là-dessus. Il faut aller voir quels sont les liens de Katumbi avec le général Jones, ancien conseiller à la sécurité d'Obama, qui est un des dirigeants de l'ONG de Katumbi aux États-Unis, mais surtout qui est le patron du groupe de mercenaires, l'International Jones Security Group, qui précisément avait fourni à Katumbi ses mercenaires. Enfin, il a un dernier problème, c'est le problème de sa nationalité. Vous savez, on sait maintenant qu'il a été pendant plus de 15 ans détenteur d'un passeport italien, que la grande famille Soriano, auquel il appartient, qui est une famille italienne et juive influente dans le milieu des affaires, évidemment, ce passeport, cette nationalité italienne, le déchoit d'office au regard de la loi congolaise, de sa nationalité congolaise, et dès lors, il est poursuivi pour faux et usage de faux dans différents actes. C'est cela l'état de cette opposition. Il n'y a pas de troisième voie, il y a une opposition comprador et fantoche, il y a une alternative pour le Congo. Continuer la voie de l'indépendance nationale.